Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette seconde vidéo, on s'intéresse aux différentes phases de la guerre de 30 ans, qui pour sa durée, son extension et sa multiplicité, fait du conflit un des plus complexes. Certes, les césures chronologiques sont simplistes, mais demeurent indispensables afin de garder une vue d'ensemble du conflit qui est long. Vous voulez en savoir plus sur les phases de la guerre de 30 ans? Venez avec moi. Si la défenestration de Prague, le 23 mai 1618, est un coup d'envoi comparable à l'attentat de Sarajevo, l'armée impériale ne parvient à mobiliser que 14 000 soldats en Basse-Autriche avant l'arrivée en août de Burquois. Charles Bonaventure de Longueval, comte de Burquois, natif d'Arras dans les Pays-Bas espagnols, est un feld-maréchal, chargé de mettre au pas la Bohême. Vainqueur à la Montagne Blanche avec Tilly, il sera tué en assiégeant Presbourg. Cette lenteur endémique de l'armée impériale empêche de profiter du manque de préparation adverse. La Bohême et son principal général, le comte de Thorn, n'ont en effet rien prévu et doivent s'en remettre à des mercenaires comme Mansfeld. Né en Bohême, Jidrich Matthias Thorn commande l'armée de son pays en 1619. Vaincu à la Montagne Blanche, il se sauve et poursuit sa carrière diplomatique et militaire, notamment auprès de Gustave II Adolphe, le roi de Suède. Ernest von Mansfeld est un bâtard du gouverneur de Luxembourg, dont il est natif. Il incarne le mercenaire type aux allégeances variables. C'est cependant la cause protestante qu'il sert le plus, en Bohême et dans le Palatinat, pillant l'Alsace et la Lorraine en 1622. Il meurt de maladie en Bosnie après avoir tenté de mettre au service de Gábor Bethlen. Mais où trouver des alliés pour les protestants? Les princes protestants ne se bousculent pas. En échange de promesses territoriales, l'électeur de Saxe, Jean-Georges Ier, reste fidèle à l'empereur. Gábor Bethlen, prince de Transylvanie, tergiverse. Presque un an s'est écoulé quand l'empereur Matthias Ier meurt le 20 mars 1619. On pourrait en rester là, mais 5 mois plus tard, la Diète de Prague déchoit son successeur Ferdinand II de son titre de roi de Bohême et élit à sa place l'électeur palatin Frédéric V, le présomptueux chef de l'Union protestante. Mais le comte de Thorn n'a pas attendu aussi longtemps pour consommer la rupture. Dès juin, il prend l'offensive et atteint les faubourgs de Vienne, puis se retire, faute d'artillerie. Simultanément, Mansfeld se fait étriller par Burquois à Sabla le 10 juin 1619 et doit se retirer de Bohême. Les impériaux ont cependant les mains prises et Gábor Bethlen en profite en octobre pour saisir Presbourg, alors capitale du royaume de Hongrie, couronne Habsbourg depuis 1526. Le royaume de Hongrie, 1538-1867, capitale Presbourg, aujourd'hui Bratislava en Slovaquie, occupe en 1618 la partie occidentale de la Hongrie historique, capturée par les Habsbourg en 1526 face à la Hongrie ottomane et la principauté de Transylvanie. Burquois tente de le déloger, mais il est battu à son tour par le comte de Thorn le 24 et 26 octobre 1619. Frédéric V, couronné roi de Bohême à Prague le 4 novembre, semble avoir l'avantage. L'armée impériale est repoussée au-delà du Danube et dispose de 32 000 hommes contre 20 000. La Diète de Hongrie, ralliée à Bethléem, refuse d'envoyer des troupes hors de ses frontières, tandis que l'Espagnol, le marquis de Spinola, menace le Bas-Palatinat en représailles contre l'usurpateur de Prague. Premier dérapage extérieur du conflit de la guerre de 30 ans, jusqu'à présent circonscrit au Saint-Empire. Déjà se manifestent les désordres qui vont ruiner le Saint-Empire romain germanique. Faute d'être payés par des États aux finances précaires, les troupes se débandent, pillent, répandent les maladies dans leur sillage. On s'en tire à l'aide d'expédients et selon la coutume immémoriale, en spoliant les Juifs. Au printemps 1620, requinqué par l'arrivée du comte de Tilly, remarquable général, envoyé par Maximilien de Bavière, Burquois achète pour 100 000 florins l'inaction de Mansfeld et pénètre d'autant plus facilement en Bohême que Bethlen se bat pour garder le royaume de Hongrie, où il s'est fait couronner.
Cette défaillance permet à Tilly et à Burquois d'affronter à effectif égal et d'écraser l'armée des rebelles le 8 novembre 1620 à la Montagne Blanche, près de Prague. Ferdinand II agit brutalement. Le 21 janvier 1621, Frédéric V est mis au banc de l'Empire et son titre d'électeur palatin est offert à Maximilien de Bavière. Le 21 juin, 27 chefs de la rébellion protestante sont décapités à Prague et leurs alliés exclus de fait du pouvoir local. La Bohême restera un royaume Habsbourg jusqu'en 1918. Quant à la couronne de Hongrie, elle est récupérée en 1622 en offrant quelques territoires à Gábor Bethlen. Originaire du Brabant wallon, le comte de Tilly a exercé ses talents pour la cause catholique. Il se bat à Ivry contre Henri IV en 1590, avant d'être nommé en 1609 par Maximilien de Bavière à la tête de ses troupes. Il sauve Ferdinand II à la Montagne Blanche en 1620 et porte la guerre dans le Palatinat. Il bat dans le Saint-Empire tous les chefs protestants, Mansfeld, Brunswick, Christian IV, avant de tomber sur Gustave II Adolphe, le roi de Suède. Battu à Brenfield en 1631, il est tué à Reine am Lech. Tout aurait pu s'arrêter en 1621 si ce n'était l'obstination de Frédéric V à refuser sa défaite, entraînant le reste de l'Empire dans la guerre. Le comte de Tilly, à l'assaut du Palatinat, est arrêté par Mansfeld et l'électeur de Bald à Minglonsheim le 27 avril 1622. Mais le général catholique prend immédiatement sa revanche à Winfeld le 6 mai 1622 et à Hocht le 20 juin 1622, ravageant la région dans son sillage. La guerre s'installe au cœur du Saint-Empire. Elle va même en ressortir repoussée vers le nord. Mansfeld intervient dans le conflit parallèle qui a repris en 1621 entre l'Espagne et les Provinces-Unies. Le mercenaire force au passage dans les Pays-Bas espagnols à Fleurus le 29 août 1622, puis rejoint Maurice de Nassau pour contraindre le marquis de Spinola à lever le siège de Bergue. Ainsi, Néerlandais et Espagnols se retrouvent impliqués, tandis que les garnisons installées sur le Rhin par ces derniers suscitent l'inquiétude de la France. Comme si tout cela ne suffisait pas, le royaume de Danemark choisit ce moment pour entrer en guerre, fin 1624. Mais que recherche donc le roi Christian IV? Prince du Saint-Empire romain germanique, grâce à ses possessions en Holstein, il veut y assurer ses intérêts religieux. La répression de la réforme en Bohême inquiète les protestants, et Christian IV tient à ce que ceux-ci conservent les évêchés gagnés depuis la paix de Augsbourg en 1555. Le Danemark dispute en outre à Hambourg la maîtrise du commerce en Baltique. Enfin, Christian IV veut profiter de ce que son rival scandinave Gustave II Adolphe a les mains prises en Pologne, dont le roi Sigismund III veut récupérer sa couronne suédoise perdue en 1599. Aussi imprudent que malhabile, Christian IV omet de coordonner son action avec les princes protestants et se retrouve isolé, coupé de ses soutiens financiers et humains face aux deux armées impériales, commandées respectivement par le comte de Tilly et Wallenstein. Le premier bat les Danois le 27 août 1626 à Luther, le second les vainc à Olskak le 2 septembre 1628, avant de menacer Berlin pour tenir le Brandebourg en respect. Les manœuvres dilatoires de Mansfeld, qui meurt de maladie en 1626, et de Gábor Bentley, qui cherche à lancer son beau-frère Gustave II Adolphe dans la guerre, ne changent rien à l'affaire. Christian IV, roi de Danemark, est forcé de signer une paix désastreuse à Lübeck le 22 mai 1629. Ferdinand II, qui a déjà promulgué l'édit reprenant les évêchés aux protestants, semble avoir gagné la guerre. Mais il n'en est rien. La Suède s'apprête à reprendre le flambeau de la cause protestante et à se tailler un morceau du Saint-Empire romain germanique. Une fois les rebelles tchèques éliminés en 1620, Maximilien de Bavière porte la guerre au cœur de l'Empire, en attaquant le Palatinat, à l'exception des territoires situés au sud de l'Autriche, Tyrol, Styrie, Carinthie, Carniole. La totalité du territoire impérial va se trouver ainsi ravagée par les opérations. Le Bas-Palatinat, puis le Brandebourg, la Saxe et la Bavière, sillonnés par les Suédois à partir de 1630,
sont particulièrement touchés. Mais les destructions débordent largement les frontières par le jeu des guerres parallèles que se livrent les puissances européennes. Sont ainsi affectés le nord de l'Italie, le nord et l'est de l'actuelle France, les Pays-Bas, la Hongrie, la Pologne, le Danemark, la Catalogne, le Portugal, tous deux révoltés contre la tutelle de Madrid et du roi Philippe IV, tandis que les contingents britanniques combattent dans le Saint-Empire romain germanique. Pour nourrir ses ambitions, Gustave II Adolphe agit méthodiquement. Il signe une armistice avec la Pologne en septembre 1629, avec l'entremise de Paris où le cardinal de Richelieu est prêt à relancer la guerre. Passe des alliances, équipe une armée, compacte mais efficace. Le prétexte d'intervention est facile. La ville protestante de Stralsund, que les Suédois ont contribué à sauver en 1628 de Wallenstein, est toujours menacée. Le 6 juillet 1630, le roi de Suède débarque en Porimanie. Le moment est bien choisi. L'Espagne est occupée aux Pays-Bas, tandis que la guerre de succession de Mantoue attire des troupes impériales en Italie. La guerre de succession de Mantoue, 1628-1631, résulte de la succession disputée de deux branches rivales de la famille régnante des Gonzague. Français et Vénitiens défendent les droits du duc de Nevers contre le duc de Guastilla, soutenu par les Habsbourg et le duc de Savoie. La victoire française installe Charles de Nevers et bloque le chemin espagnol vers les Pays-Bas. Gustave II Adolphe peut aussi ajouter à son armée les mercenaires de toute confession libérés par la destitution de leur chef Wallenstein, décidé en septembre par Ferdinand II inquiet de sa puissance. Avec plus de 40 000 hommes et une cinquantaine de canons, plus les pièces légères, Gustave II Adolphe force l'électeur de Brandebourg, Georges Guillaume, à le soutenir, fonce plein sud et prend Francfort le 3 avril 1631, pendant que la France, un peu surprise et inquiète d'avoir suscité un allié trop puissant, fait la paix avec les Habsbourg, Espagne et Saint-Empire. À Cherasco, 3 jours plus tard, le comte de Tilly contre-attaque et prend Magdebourg le 20 mai. Mais le sac révoltant qui s'ensuit, puis l'attaque préventive de la Saxe, pousse Jean-Georges, jusque-là soutien prudent de Vienne, dans les bras de la Suède. Le grand choc a lieu à Brenfield le 17 septembre 1631, et l'ampleur du succès surprend même Gustave II Adolphe. Tandis que les Saxons prennent Prague, le vainqueur se dirige vers Munich pour forcer la décision et punir Maximilien de l'humiliation infligée à Frédéric V. Le comte de Tilly tente de contrer l'invasion à Ram-Lech le 14 et 15 avril 1632, mais il est mortellement blessé. Ferdinand II va-t-il abandonner? Non, trop vite et trop profondément enfoncé dans le Saint-Empire. Le roi de Suède a mal sécurisé ses arrières. L'approvisionnement est problématique. La maladie et les désertions réduisent la troupe. Les Suédois se retranchent à Nuremberg, puis faire face à Maximilien et Wallenstein que Ferdinand II a dû rappeler. Ce dernier a compris la tactique suédoise qu'il limite en acquérant notamment un parc d'artillerie et des effectifs conséquents. Les options de Wallenstein sont payantes. À Alt-West, le 9 septembre 1632, il inflige à Gustave II Adolphe un revers cuisant. Pensant à tort que la campagne est finie, il place une partie de ses troupes en quartier d'hiver et s'en trouve fort dépourvu quand les Suédois contre-attaquent à Lutzen le 16 novembre 1632. Chaque armée compte environ 20 000 hommes et la bataille tourne à l'avantage des impériaux quand Gustave II Adolphe mène une charge victorieuse qui lui coûte la vie. Bernard de Saxe prend le relais, s'empare de l'artillerie impériale et force Wallenstein à la retraite. Lutzen est une victoire à la Pyrrhus, où Pyrrhus serait tué. Pendant que l'habile chancelier suédois prend les rênes à Stockholm, les chefs militaires Horn, Saxe s'entendent mal et perdent du temps. Les Français qui ont opéré en 1632 un mouvement vers Trèves pour sécuriser le Rhin, tenir les Suédois à distance et perturber la grande rocade espagnole qui va d'Italie aux Pays-Bas, s'assurent un second glacis protecteur en envahissant la Lorraine en 1633-1634. Ferdinand II, lui, profite du répit pour se débarrasser à nouveau de Wallenstein
et s'assurer de l'appui espagnol en la personne du cardinal infant Ferdinand de Habsbourg. Les 5 et 6 septembre 1634, à Nordtingen, ce dernier détruit intégralement les forces suédoises en Bavière. Fils du roi Philippe III d'Espagne, le beau-frère de l'empereur Ferdinand II, Ferdinand d'Autriche est fait cardinal en 1619. Le cardinal infant écrase les Suédois à Nordtingen en 1634. En 1635, il prend Corbie, mais perd Breda en 1637 et surtout Arras en 1640. La France a beau être la fille aînée de l'Église catholique, la défaite du Danemark et de ses alliés protestants en 1629 ne fait pas ses affaires. Aux commandes depuis 1624, le cardinal de Richelieu a tout intérêt à entretenir la guerre qui occupe les Habsbourg. Mais le cardinal n'en a pas vraiment les moyens, tout comme le roi Louis XIII. D'une part, la France est militairement faible, d'autre part, elle ne peut intervenir ouvertement en faveur du camp protestant sans provoquer l'ire du camp catholique et risquer des troubles intérieurs. Pressentant que la Suède est la seule réelle puissance capable de contrebalancer un pouvoir Habsbourg victorieux, le cardinal de Richelieu envoie donc Hercule de Charnassé, un de ses meilleurs diplomates, à Stockholm avec une offre d'alliance. Gustave II Adolphe est bien trop malin pour se laisser manipuler, et l'on se contente, fin 1629, d'un accord de financement. Après de rudes négociations, le traité de Barwold, signé le 23 janvier 1631, prévoit le versement annuel de 400 000 thalers pendant 5 ans pour l'entretien dans le Saint-Empire de 30 000 hommes, 6 000 cavaliers. Le cardinal de Richelieu constate vite que son investissement est rentable, un peu trop même, puisque les Suédois se rapprochent dangereusement du Rhin, et donc de la France. Mais Gustave II Adolphe a la bonne idée de se faire tuer, et l'accord est reconduit avant terme en 1633 avec le chancelier suédois. La destruction de l'armée suédoise à Nordtingen 1 an plus tard force cependant le cardinal et le roi à... Avec 21 000 soldats perdus, Horn prisonnier, Saxe réfugié en Alsace et Jean-Georges de Saxe qui s'empresse de traiter avec Ferdinand II le 30 mai 1635, la Suède paraît hors de combat. Il serait temps de faire la paix, et pourtant le chancelier suédois s'y refuse. Il sait en effet que la France ne peut sanctionner un succès qui raffermirait l'emprise espagnole sur le Rhin et la Meuse. Du fait, le 19 mai 1635, la France déclare la guerre à l'Espagne. Trop tôt, mal préparées, les opérations en Flandre destinées à soutenir les Provinces-Unies sont un échec. Partout les Français piétinent ou reculent. Le 7 août 1636, juste au moment où le cardinal de Richelieu déclare la guerre à l'Empire, l'importante place de Corbie en Picardie tombe aux mains des tertiaux espagnols. La crise de 1636 est cependant surmontée. En novembre, Corbie est récupéré après un long siège. Bernard de Saxe, qui s'est taillé une quasi-principauté en Alsace, et le cardinal de la Valette repoussent quant à eux les impériaux sur le Rhin. Mort en 1639, ces généraux lèguent des troupes aguerries et un encadrement de qualité, consacrant la montée en puissance de la France, servie par de jeunes chefs expérimentés. Le futur Grand Condé, Guébriand, le futur maréchal de Turenne. Les armées de Louis XIII conquièrent l'Artois en 1640, le Roussillon en 1642. À Vienne, l'empereur Ferdinand II, qui veut la guerre jusqu'au bout, trouve la mort en 1637. Son successeur, Ferdinand III, perçoit que sa cause est perdue d'avance, ce qui le rend plus pragmatique. En 1641, il ouvre des pourparlers, mais chaque camp tente de négocier une position dominante sans y parvenir, ce qui prolonge la guerre. Soulagée par l'intervention française, l'armée suédoise, ressuscitée, sillonne à nouveau l'Empire à l'ouest de la Bohême, sous la houlette de maréchaux Bénère et Torstenson, remportant notamment un second succès à Brentfield le 23 octobre 1642. En mai 1643, une puissante contre-attaque espagnole est arrêtée à Rocroi par le Grand Condé. Tandis que sa situation se dégrade, Ferdinand III se décide à réellement parlementer fin 1644. Les discussions sont entamées à Münster
et à Onasbrück en Westphalie, et l'urgence est renforcée par un nouveau succès de Condé et Turenne à Nordtingen le 3 août 1645. Les Franco-Suédois sont cependant peu à peu lâchés par leurs alliés, las du conflit, et peinent à transformer les succès tactiques en atouts décisifs. Deux clous ferment cependant le cercueil des ambitions Habsbourg. Le 17 mai 1648, le Suédois Wrangel et Turenne brisent l'armée de Maximilien de Bavière. Le 20 août, Condé anéantit celle de l'Espagnol Philippe IV à Lens. Français et Suédois menacent Vienne et la Bohême. Ferdinand III se résout enfin à traiter et la guerre de 30 ans s'achève le 24 octobre 1648. Est-il battu? Pas si sûr. Sur le tapis vert de Westphalie, ceux qui gagnent la paix ne sont pas forcément ceux qui remportent les batailles. Comme on l'a vu, le conflit ravage l'Europe, particulièrement le Saint-Empire romain germanique de 1618 à 1648, entre les impériaux, la Bohême, le Danemark et la Suède, qui se prolonge entre la France et l'Espagne jusqu'en 1659. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.